Ici Marie-Ève Dupré. Bienvenue au balado Liberté planifiée présenté par Sidaros et Associés IG Gestion privée de patrimoine, votre cabinet en planification financière. Au fil des épisodes, Fadi Sidaros et moi parlerons finances d'une façon différente. Nous toucherons la planification de la gestion et du patrimoine, l'atténuation fiscale, la planification successorale, l'indépendance financière, la gestion de risques et encore plus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'argent et l'amour. Comment faire en sorte que l'argent ne devienne pas un conflit au sein du couple, mais vraiment de le mettre à profit d'un projet commun. Bienvenue dans Liberté planifiée, un balado où est-ce qu'on démystifie pour vous les finances. On va vous faire ça vraiment très, très simple avec mon invité Fadi Sidaros de Sidaros et Associés. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler amour et argent. En fait, ce qu'on va faire, c'est éviter les conflits, bâtir une vision commune. Allô, Fadi? Salut, salut. Déjà, quand j'annonce le sujet, je vois déjà poindre à l'horizon plein de questionnements, des couples qui, probablement, eux aussi, ont de la difficulté à aborder ce sujet-là. Pourquoi l'amour et l'argent, c'est un sujet qui est difficile à aborder? Bien, dépendamment comment c'est fait, ça peut contaminer un peu la relation, mais ça peut aussi l'aider à la bâtir. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire, là, c'est de voir un petit peu le yin et le yang des deux côtés. L'argent, c'est un indispensable. C'est comme une ressource universelle que tout le monde utilise, tout le monde a besoin. Au début de notre vie, on n'a pas vraiment, on dépend de nos parents. Après ça, il y a juste nous à s'occuper en tant que jeunes célibataires, où on en a. Comment on dépense, ça nous appartient. Les conséquences nous appartiennent. Mais quand on devient en couple, c'est quelque chose qu'on gardait souvent pour nous, cette information-là. On ne parle pas nécessairement d'argent ou de notre argent avec nos amis. Des fois, avec les parents aussi, c'est quelque chose de plutôt tabou. Là, on rentre en couple, puis c'est quelque chose qui passe plus sous silence. Je dirais même pas que c'est une base de conflit au départ en relation. C'est juste que ça passe sous silence. On commence à se fréquenter, on commence à s'aimer. On se met tout nu, mais on se met pas tout nu au niveau des finances. c'est vraiment cette réalité-là qui est souvent un sujet qui est tout simplement non abordé jusqu'à temps qu'il commence à avoir des défis ou des conflits. Puis on dit là, qu'il y a à peu près 30% des chances de plus de chances de divorce dans un couple lorsqu'il y a des conflits au niveau de l'argent de façon répétée. C'est que ça peut avoir un impact assez, je dirais pas fatal, mais important. Donc, est-ce que ça veut dire que amour et argent riment souvent ou toujours avec tension au sein du couple? Certainement avec un inconfort. Moi, je l'ai vu dans différents contextes. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a cet inconfort-là, mais c'est quand même une majorité. Parce que à la base, on n'a pas tous la même relation par rapport à l'argent. Et il n'y a jamais d'égalité entre deux personnes. On a été élevés de façon différente. Notre background financier n'est pas le même. Pas juste ça, c'est que notre relation par rapport à l'argent, je suis plus quelqu'un de dépensier, je suis quelqu'un qui aime plus épargner. Puis, souvent, c'est pas nécessairement les deux mêmes modèles qui s'assemblent. C'est que, des fois, on le découvre un peu plus down the line, plus tard dans la relation, qui fait en sorte que si on n'a pas abordé certains sujets, ben ça peut créer des conflits. L'autre chose aussi, c'est qu'on a parlé des jeunes qui s'unissent puis une nouvelle relation. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité. Bien, une nouvelle réalité, ça dure depuis déjà un bon bout, mais il y a 50% des couples qui ne fonctionnent pas. En général. C'est que nécessairement, il y a des deuxième et troisième unions. C'est que quand tu arrives, tu es un jeune couple, tu arrives avec ton petit bagage, ton petit baluchon, puis tu rentres, tu t'en vas en appart avec ta nouvelle blonde ou ton nouveau chum. Mais quand ça fait que tu as 45 ans, puis il y a une nouvelle union, tu arrives avec un 53 pieds de bagage. C'est-à-dire que tes valeurs par rapport à l'argent, la façon que tu vois les choses, a été bâtie. Tu as des enfants, il y a des enfants, il y avait peut-être une maison, il y avait peut-être deux maisons. C'est que là, c'est toute la relation par rapport à l'argent, comment qu'on fusionne tout ça. Puis je pense que la clé du succès, là, si j'avais déjà amené une clé du succès, c'est la transparence. Mais on va y rentrer dans ces clés-là dans les prochaines minutes. Mais tu l'as dit aussi, j'ai l'impression que, tu
tu sais, quand on est obligé de mettre des sommes en commun là, pour acheter la maison, des trucs comme ça, c'est dit à haute voix. Mais sinon, c'est comme si les dépenses qu'on fait pour nous, des fois, ça peut être assez caché. Il y a beaucoup de secrets entourant l'argent. Oui, puis j'appelle ça un peu l'infidélité financière. OK. L'infidélité financière peut avoir différents niveaux, là. Ça peut être d'avoir des squelettes dans le placard, c'est-à-dire des dettes qui n'ont jamais été divulguées, puis qu'on traîne ça, puis qu'on a de la misère à les payer, mais l'autre, il ne le sait pas. C'est qu'on fait un peu les choses en catimini. Il y a aussi des dépenses qui sont faites. Puis pourquoi je sens le besoin de le cacher? C'est que si je sens le besoin de le cacher, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans le couple, parce que sinon, je serais plutôt fier d'annoncer ce que je viens d'acheter, parce que souvent, c'est quelque chose de positif, faire un achat. Et la dernière des choses, c'est juste simplement, des fois, on n'a juste pas l'information, c'est-à-dire, je sais pas combien tu fais, tu sais pas vraiment combien je fais, mais on vit ensemble puis on dépense ensemble. C'est un peu bizarre, Ouais. mais je vous dirais que c'est assez commun. Oui, bien, j'ai hâte qu'on parle tantôt des comptes, tu sais, voir qui... J'ai tellement eu cette conversation-là avec des amis, comptes conjoints, comptes Ouais. chacun de notre côté, mais avant, j'aimerais ça parler de budget. Oui. Est-ce que tu crois que la bonne entente, ça peut passer par un budget familial? Nécessairement, ça passe par un budget familial. Écoute, je veux dire, on vit en commune, on partage notre temps. Nécessairement, il doit y avoir un partage d'argent. Puis souvent, le conflit ou, je vous dirais, l'inégalité, ça part du départ. C'est-à-dire que, on l'a dit tantôt, les chances qu'on soit égales, que deux personnes fassent 100 000 par année ou 80 000 ou 200 000 peu importe c'est quoi le montant, mais les chances que ce soit égal sont presque inexistantes. C'est qu'il y a toujours un décalage. Il y a un décalage en partant au niveau des revenus. C'est que lorsque j'aborde les dépenses familiales, j'ai souvent croisé des gens qui disaient nous, on sépare tout 50-50. OK, c'est cool. Ça semble être équitable et égal parce qu'on se sépare 50-50. Donc, il n'y a personne, normalement, qui dépense plus que l'autre. Donc, jusque-là, c'est juste. Mais si je recule un peu en arrière, avant de dépenser 50-50, combien vous faites? OK? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui paye trop, puis qui est après s'appauvrir, puis il y a peut-être quelqu'un qui paye pas assez, puis est après s'enrichir au détriment de l'autre. C'est que, dans le fond, quand on est ensemble, on devrait courir à la vitesse de l'autre. C'est-à-dire, c'est comme je vais courir avec toi, puis à chaque fois que je vais courir, je suis tout le temps 1 kilomètre en avant de toi. Tu vas dire, écoute, on se met de courir tout seul, là. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que je pense que la proportionnelle est toujours une façon d'équilibrer les choses. Ça permet à tout le monde, c'est-à-dire la personne qui fait plus d'argent va contribuer davantage, mais va permettre à l'autre de suivre le rythme. Fait que c'est d'y aller au pourcentage, Oui. finalement, du salaire que l'un et l'autre font, là, Oui, tu sais. la plupart du temps. Maintenant, après ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, moi, je paye plus, puis là, l'autre, il dépense, l'autre personne dépense davantage, puis moi, je suis pas d'accord avec sa dépense. » Puis c'est là que... c'est facile de dire « On paye ensemble l'épicerie, on paye ensemble l'électricité. » Mais il y a aussi une question de mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire, souvent, il y en a un qui est plus dépensé que l'autre. C'est-à-dire, l'autre doit sensibiliser. Ils doivent se sensibiliser mutuellement. Il y en a un qui est un peu radin, qui ne veut jamais dépenser une scène, puis l'autre personne est plus willing, elle va aller en voyage, et ainsi de suite. Fait que je pense que les opposés peuvent être une bonne chose parce que ça ramène tout le monde un petit peu, ça motive un, ça ralentit l'autre. Un des dangers qu'on a, c'est que à chaque fois que quelqu'un dépense, l'autre reproche. OK? Puis là, dans le fond, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a un manque de respect. C'est que celui qui dépense sans regarder manque de respect pour celui ou celle qui, justement, est peut-être un peu plus conservateur et vice-versa. Fait que je pense qu'il y a un des mots-clés aussi, c'est d'avoir une vision commune. Quand on fait des choses contraires à l'autre, c'est parce qu'on a une vision individuelle. Mais si on a une vision commune de ce qui est important pour nous, dans le fond, parce que dans le fond, l'argent, c'est une tarte. Hein? On en fait,
puis on se la sépare, puis on dit souvent, là, tout le monde veut, il y a une petite conspiration après notre dollar, tout le monde veut notre dollar, tu sais. Le marketing, les médias sociaux, l'épicerie, l'hydro, il y a des choses essentielles. Mais après ça, une fois qu'on a compris l'essentiel, puis ça, c'est la partie, on l'a dit, c'est la partie facile, là. Mais après, là, on la met où, notre argent, ensemble? Puis l'autre chose aussi, il y a l'épargne aussi. Tu sais, tu veux pas qu'il y en ait un qui soit capable d'épargner 30 de son salaire parce qu'il fait un gros revenu, tandis que l'autre, il a un revenu juste assez justement pour payer l'épicerie puis l'électricité, puis à la fin de la journée, il ne reste rien. Fait que ce problème-là va durer dans le temps jusqu'à la retraite et voire au-delà. C'est que toute cette équité-là, au lieu d'égalité, je pense que le mot équité au lieu d'égalité, c'est souvent là qu'on trouve les meilleures réponses. Qu'est-ce que tu vois le plus, toi, dans ta pratique, dans ton bureau? Ce que moi, je vois le plus, c'est vraiment c'est souvent la première fois qu'on a une conversation honnête et transparente. Parce que moi, j'ai besoin de l'information de tout le monde. C'est qu'en ayant besoin de l'information de tous, ben souvent, le couple est avec moi. Là. Je peux faire des rencontres individuelles, mais si tu veux faire une planification familiale, souvent, on va se parler tout le monde de façon transparente. Puis je m'aperçois que c'est pas tant qu'il y a beaucoup de cachettes, il peut y en avoir, mais c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Ah, moi, je sens que je peux pas mettre d'argent de côté, j'ai de la misère, puis il voudrait qu'on fasse ça, mais moi, si on fait ça, je pourrais pas faire ça. Il n'y a pas eu de conversation commune sur les projets un petit peu plus à l'extérieur du quotidien. Parce que quand c'est le temps des enfants, souvent, la décision est facile. T'sais. On envoie les enfants au sport, ça, c'est facile. Mais là, si moi, je vais aller faire un voyage de chasse, par exemple, bien là, mon voyage de chasse, c'est important pour moi, mais à chaque fois que je vais en voyage de chasse, mon conjoint ou ma conjointe, elle me fait comme, ben là, si tu fais un voyage de chasse, ben moi, je vais faire ça. C'est que souvent, je sens que des fois, on cherche l'égalité. Puis encore une fois, c'est impossible. Par contre, si on savait que, écoute, pour moi, le voyage de chasse, c'est pas négociable parce que, écoute, ça me fait décrocher, ça me reground sur la nature. Puis de l'autre côté, la personne, elle, ben écoute, moi, là, l'entraînement, c'est pas négociable. Puis des bonnes chaussures, ça se peut que je m'en achète 4 par année parce que quand je veux courir, même si ça coûte 1000$, c'est important pour moi. Fait que je pense que c'est plus une question de communication. C'est rarement de la mauvaise volonté. L'autre chose que je vois aussi, c'est que le niveau de confort n'est pas le même aussi, pas juste financièrement, mais au niveau de s'exprimer. Je sens souvent qu'il y en a une personne des deux du couple a l'habitude de gérer l'argent, a l'habitude pour lui de parler d'argent, il y a une certaine aisance, gère bien le budget, souvent va contrôler un peu plus le budget familial, donc il sent en pouvoir. Tandis que l'autre personne qui a un peu délégué cette partie-là de gestion financière, en le déléguant, cette personne-là s'en est désintéressée un peu, puis à un moment donné, ça rattrape ça. C'est que je peux déléguer cette responsabilité-là, mais je n'ai pas le droit de m'en désintéresser. C'est que c'est normal que dans un couple, il y ait des tâches différentes, comme à la maison, comme avec les enfants. Les finances en font partie. Je comprends que ça prend un VP Finances dans la famille, mais tu restes copropriétaire de ce plan financier-là. C'est que tu ne peux pas juste pas t'en intéresser. Au-delà, tu devrais même, pour te rendre plus autonome, plus connaissant, probablement de justement challenger le VP Finance, dire comment tu vois ça, puis là j'ai telle idée, puis c'est qu'au lieu de le gérer, de plus y participer. Parce qu'il y a des gens qui s'effacent dans le coin. À un tel point que si la personne elle disparaît demain matin ou elle s'en va ou elle tombe malade, il y a des gens qui sont même pas capables d'aller au guichet automatique. Puis là, tu dis, ben voyons donc. Ben oui, parce qu'il n'est pas capable de payer Hydro, parce qu'il n'a jamais payé Hydro. Il y a des fois une déconnexion totale ou un intérêt total. Puis avec le temps, le rattrapage est plus grand. C'est que le côté intimidant de la chose, de vouloir se réimpliquer, mais tu te sens tout le temps la personne qui n'en connaît pas assez. Il est plus grand. Oui. Quand est-ce qu'il faut parler d'argent dans le couple? Là? Au début?
Quand les enfants arrivent? Mais je pense, écoute, il n'y a pas de mauvais temps pour en parler. Je pense que ça devient un peu, ça devient une question d'habitude, ça devient une question de façon de faire, de best practice, qu'on dit souvent. Moi, je pense qu'on devrait en parler le plus tôt possible. Je compare encore ça aux relations amoureuses, aux relations personnelles. On fait nos tests, on fait nos... Tu sais, on s'assure du background de la personne avec qui on va avoir des relations dans le futur, justement pour s'assurer qu'on est en sécurité. Je pense qu'à un moment donné, rapidement dans la relation, je pense qu'avant d'emménager ensemble, si on parle d'un jeune couple ou même d'un couple un peu plus âgé, bien, je dis, regarde, ben moi, je vais te démontrer c'est quoi ma situation financière. Je m'attends à la même chose de toi. Puis on va établir justement, parce que moi, ce que je veux, là, c'est que si c'est moi qui ai un avantage, je veux pas le faire à ton détriment. Puis si toi, tu traînes un boulet, mais je veux pas que tu me tires vers le bas non plus. C'est que je veux qu'on s'aide mutuellement à être plus forts ensemble, parce que souvent, on est plus fort ensemble que séparément, même si nos situations sont disproportionnées. C'est que nécessairement, c'est le plus tôt possible, puis pas une fois. c'est d'en parler de façon régulière. Il ne faut pas que ça devienne un sujet, parce que souvent, les gens ils ont des conflits parce que ça devient des sujets de gestion de crise. C'est-à-dire, on en parle parce que là, il y a un problème. On en parle parce que là, on a loadé la carte de crédit. On en parle parce que là, on va en voiture les enfants au privé ou au public, parce qu'on a des grosses décisions à prendre. Mais je pense que dans le quotidien, d'être au courant, déjà, d'avoir l'information, ça nous fait développer des réflexes, puis ça permet de prendre des décisions communes quand on n'est pas ensemble. Quand je suis tout seul, puis je viens de prendre pour une décision financière, mais vu que j'ai du respect pour l'autre, puis pour notre plan financier, mais je vais me dire, OK, c'est-tu en ligne avec ce qu'on s'est dit? Mais si on s'en parle jamais, on devient un peu, pas égoïste, mais peut-être un peu plus indifférent. C'est comme ça que je le verrais. Parce que en couple, c'est un peu comme une petite PME. Donc là, tantôt, j'ai parlé des différents comptes, puis j'ai tellement eu cette conversation-là avec des amis. Toi, as-tu un compte conjoint ou vous avez chacun votre compte? C'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça? Ah, puis c'est un sujet, je pense que les deux se valent. Je pense qu'il y a des fois où j'ai dit aux clients, gardez vos comptes individuels parce que vous n'êtes pas rendus là, OK? Parce qu'il y avait comme un rattrapage à faire. Commençons par voir c'est quoi vos objectifs communs, puis on va financer ces objectifs communs-là à travers vos comptes individuels pour que vous appreniez à travailler financièrement ensemble. C'est que ça, c'est un scénario dépendamment que les personnes sont rendues où dans leur cheminement. Moi, idéalement, mon idéal, c'est le compte conjoint avec 100% de transparence. C'est-à-dire que j'accepte d'être plus vulnérable à certains endroits parce que je suis conjoint dans le compte avec toi. Puis il y a des choses qui vont se passer dans ce compte-là parce que là, tu ne veux pas avertir l'autre à chaque fois que tu veux faire quelque chose parce que tu veux une certaine confiance mutuelle. Et tu ne veux pas non plus que l'autre te surveille puis regarde chacune de tes dépenses. Exact. Puis là, tu as toujours l'impression que quelqu'un regarde au-dessus de ton épaule. C'est que pour arriver là, moi, le compte conjoint, quand il y a un respect total, une transpiration totale aussi, puis il y a eu des conversations sur nos objectifs communs, je pense que le compte conjoint devient un outil super intéressant parce que, étant donné que les forces n'arriveront pas au même endroit, au même moment, des fois, c'est l'autre qui en amène un peu plus, des fois, c'est ainsi de suite. Puis quand on regarde, souvent, je donne l'exemple par exemple, quelqu'un qui travaille au gouvernement, puis l'autre conjoint, il travaille, par exemple, comme entrepreneur. Puis ça donne on va dire que l'entrepreneur faisait plus de sous. Okay? Puis là, il va dire, « Ouais, mais moi, je faisais toujours plus de sous qu'elle ou que lui. » Mais je dis, « Attends, là. » Je dis, « À la retraite, là, elle, toi, là, il faut que tu bâtisses, ainsi de suite. Tu vas aller selon les fluctuations du marché. Cette personne-là, ton conjoint, ta conjointe, va amener un salaire fixe à la retraite parce qu'elle a une prestation déterminée. Elle va amener de la stabilité à la retraite. Son travail est garanti. Donc, elle amène une sécurité financière, cette personne-là, dans le couple, que l'autre n'est pas capable d'amener. Il y a toujours, encore une fois, des choses qui sont à l'avantage de l'autre conjoint
qu'il n'y a pas, puis ça devient complémentaire. C'est que pour moi, le compte conjoint, c'est quelque chose de super intéressant à la base pour toutes les dépenses communes, mais j'irais même au-delà de ça. Puis après ça, il faut se rappeler que c'est pas tous les couples qui sont égaux au niveau de la loi. Je te donne un exemple. Si tu es en conjoint de fait, puis tu es marié, au niveau de la loi, c'est pas c'est pas les mêmes règles en tant que séparation. Ça aussi, il faut le considérer. En tant que personne mariée, la loi est plutôt claire. C'est 50-50 de tout ce qu'on a accumulé, à l'exception de quelques petits trucs. C'est que ça devient simple pour savoir, OK, comment on va se séparer ça. De l'autre côté, en conjoint de fait, ben ce qui est à ton nom est à toi, puis ce qui est à mon nom est à moi. Puis on se sépare ça comme ça. C'est qu'il y en a un qui se ramasse avec 20 l'autre se ramasse avec 80 de la richesse familiale, qui, quant à moi, s'est bâti souvent ensemble. Peut-être pas de façon proportionnelle et non égale, mais ça s'est bâti ensemble. Ça aussi, c'est important de savoir qui est à qui est à quoi, qui est à qui. Parce qu'à un moment donné, c'est important de savoir ça au fil du temps pour connaître aussi le degré de richesse avec lequel on va partir si jamais la relation ne fonctionnait pas. Parce que moi, je souhaite de vivre d'amour et d'eau fraîche pour tout le monde, puis que ça aille bien jusqu'à 90 ans, mais la réalité, c'est pas ça. C'est que quand ça va super bien, c'est le temps de s'entendre aussi pour dire, OK, qui va être à quoi, comment qu'on bâtit ça ensemble, parce que moi, je vais peut-être faire des sacrifices que toi, tu ne feras pas, et vice-versa. C'est comment on quantifie ces sacrifices-là au niveau monétaire, parce que quand on va sortir de la relation, il va rester à peu près juste ça, hein, de dire, puis c'est toujours une question d'argent. Oui, il peut y avoir les enfants et tout ça, mais la plupart des conflits en cas de séparation, c'est de dire, ouais, mais tu l'as accumulé à mon détriment, ainsi de suite. C'est qu'encore une fois, faisons les conversations, c'est tout le temps ces conversations-là, mais c'est surtout quand ça va bien, pour déterminer c'est quoi nos règles communes si ça va moins bien. Mais là, je pense qu'on a quelques règles d'or. Avoir un compte conjoint, avoir la discussion quand ça va bien. As-tu d'autres règles que tu pourrais partager avec nous qui feraient en sorte que ces discussions-là, ou en tout cas l'argent, ne serait pas un conflit dans le couple? Oui, bien, déjà de travailler, tu sais, je parlais d'avoir des projets communs. C'est le fun de travailler sur un projet commun financier. C'est-à-dire, c'est pas dull, c'est pas ennuyant. Tu sais, souvent, les gens vont dire, on part en vacances, OK, on ramasse chacun de notre bord l'argent. Finalement, il y en a un qui a ramassé moins. Mais tu dis, oh, hey, ramassons-le ensemble. Je veux voir la progression. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on commence. On a un projet commun avant même de mettre toutes ces choses-là en commun. On commence avec un projet spécifique. On le bâtit ensemble, puis on apprécie notre progrès ensemble. Puis ça devient vraiment génial. Puis, la dernière chose, puis je le ramène, la transparence. La transparence, parce que la transparence, c'est non seulement une question de respect, mais c'est une question aussi qu'on part avec. Pour aller à une destination, il faut savoir où je me positionne. Puis si on part ensemble, puis on a pour longtemps ensemble, puis on veut enlever le plus possible d'irritants dans notre couple, parce qu'il va y avoir déjà assez de distractions puis de challenge, bien ça, c'est quelque chose qu'on contrôle. L'argent, c'est quelque chose qu'on contrôle. On sait combien on fait, on est capable de savoir combien on dépense, puis on sait ce qu'on veut dans la vie. Puis si on ne le sait pas, puis c'est tout quelque chose qu'on peut décider entre nous, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui peut venir contaminer cette conversation-là. Parce que si je suis en one-on-one avec ma conjointe ou mon conjoint, bien, j'ai son attention, c'est une conversation pas à prendre trop sérieux. Ça peut se faire avec un verre de vin, ça peut se faire de façon casual. On peut se dire, bien, une fois par trimestre, on s'assoit ensemble, puis on parle un petit peu d'argent, puis dire, OK, puis la vie va extrêmement vite. C'est que, tu sais, un jeune couple, rapidement, l'appartement, après ça, peut-être une première maison, après ça, hop, c'est un enfant qui arrive. Il y en a des décisions à prendre. Puis, si vous êtes la personne qui est la plus connaissante ou la plus forte, bien, amenez l'autre vers vous, OK? Parce que c'est plate, mais des fois, c'est le contraire qui arrive. C'est la personne qui a plus de difficultés qui va tirer vers le bas l'autre aussi. Puis tu veux pas être un boulet pour ton conjoint ou ta conjointe. Fait qu'encore une fois, le respect et la communication.
Puis là, mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui Oui. fait comme même moi, là, justement, ça me parle, là, il y a du stress financier dans mon couple. La première étape à franchir, ce serait d'avoir la conversation? D'avoir la conversation, puis peut-être aussi d'avoir une vision externe. C'est pas tous les conseillers, on n'est pas des psychologues matrimoniaux. Par contre, vu qu'on parle d'argent dans le couple, ben, des fois d'avoir un son de cloche différent, parce qu'on part tout avec nos billets, puis notre philosophie face à l'argent, puis nos valeurs, ben nécessairement, si on peut avoir un conseiller qui nous aide sur notre planification en général, mais qui va aider à mettre des idées. Parce que des fois, lorsqu'on peut être en confrontation, puis c'est une confrontation un peu futile des fois. C'est une question, je vais avoir raison ou pas. Puis négligez pas l'impact que ça va avoir sur vos enfants aussi. Parce que si vous êtes vocal au niveau de l'argent de façon négative, vous créez un bagage négatif pour vos enfants parce que vos enfants vont penser que c'est comme ça, c'est normal de chicaner pour l'argent, c'est normal qu'il y ait des défis financiers. Puis je pense que c'est important, la façon qu'on parle d'argent à la table, entre nous, je pense que ça peut avoir un impact hyper positif sur nos enfants par rapport à leur confiance par rapport à l'argent, puis de partager justement les acquis qu'on fait en couple. Des fois, les partager avec les enfants, c'est pas une mauvaise idée. Regarde, on a pris cette décision-là financière parce qu'il fallait faire un sacrifice, et ainsi de suite. Les enfants sont comme, OK, on va aller là au lieu d'aller là parce qu'on a pris une décision. Puis cette année, on a décidé de faire la piscine. C'est qu'on ne fera pas tel voyage, et ainsi de suite. C'est que c'est d'être vocal. C'est que pour que ça ne devienne pas quelque chose de « on parle d'argent, là, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas ». On rayonne différemment quand on parle d'argent de façon régulière parce que ça ne devient plus un tabou ou un secret. En terminant, je pense que tu avais un test de la vérité pour nous autres. Oui, hein? bien, je vais regarder mes notes cette fois-ci parce que le test est vraiment intéressant. OK? Puis le test, là, on le voit comment? Il y a 5 questions. OK. Dans le fond, le quiz, c'est plus dire, si tu réponds non à une de ces questions-là, tu devrais peut-être aborder ces questions-là en question. OK? Il y a le test du salaire. OK? Le test du salaire, c'est, est-ce que vous connaissez en dollars près le salaire de votre conjoint? Ou conjointe. Et ce qui est intéressant avec le salaire, est-ce que je prends le brut, est-ce que je prends le net? Bien, c'est ce qui reste, ce qui rentre à la maison aussi. Mais souvent, dans le salaire, il y a des choses cachées. Si il rentre, je ne sais pas moi, 5 000 $ par mois de cette personne-là, du couple, dans le compte de banque, mais est-ce que c'est parce qu'il y a 1 000 $ qui s'en va dans son fonds de pension? Puis est-ce que l'autre personne a fait 5 000, mais il faut qu'elle mette 1000 en plus, et qu'il reste juste 4000. Vraiment savoir au net qu'est-ce qui rentre dans la famille, puis avant le brut, où est allé l'argent pour savoir au niveau de l'équité aussi, pour permettre à l'autre de faire de l'épargne également s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Connaître le salaire de son conjoint. Le test... Vas-y, après ça, le deuxième, c'est le test du squelette dans le placard. Si l'un de vous a une dette cachée de 5 000 $, que ce soit une carte de crédit, un prêt étudiant, est-ce que vous êtes au courant? Puis est-ce que vous avez est-ce que la personne, votre conjoint, qui a une dette, ou est-ce qu'elle l'a déclarée? Et puis si elle l'a déclarée, c'est quoi le plan de match? Ça, c'est la discussion là, que vous faites avec le verre de vin parce que les langues se délient. Exactement. On devient un peu plus honnête. Hein? On devient plus honnête, même avec nos amis. C'est que vraiment, c'est une question, celle-là, c'est une question de transparence puis de respect. Le test de « et si demain, si vous séparez demain matin, savez-vous exactement ce qui vous appartient mutuellement? » Et séparément. C'est que ça, c'est très important. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'amour, ça ne protège pas le patrimoine. Puis, dépendamment si on est conjoint de fait ou marié, ça peut avoir un impact aussi. La quatrième question, c'est le test de la proportionnalité. On a parlé tantôt, c'est bien beau séparer 50-50, mais des fois, ça peut être au détriment d'un des membres du couple. Puis ça, je pense que de considérer une proportionnelle ou proche de la proportionnelle, on n'est pas obligé d'aller à 100% proportionnellement, dépendamment des valeurs puis des discussions qu'on a. Mais je pense qu'on devrait s'en rapprocher parce que sinon, il y a un appauvrissement certain. C'est-à-dire, c'est scientifique. D'un des deux. D'un des deux. Puis la 5e question, c'est le test du mot de passe.
C'est-à-dire que si la personne doit s'absenter ou disparaît du jour au lendemain, je fais quoi? Est-ce que je panique? Est-ce que est-ce que je sais où aller, mes accès bancaires? Est-ce que je connais nos fournisseurs? Comment fonctionnent nos opérations financières? C'est que je vous dirais qu'il y a quelques personnes qui vont répondre à non, soit à toutes ces questions-là ou à une de celles-là. Bien, merci pour l'ensemble et aussi le test. Là-dessus, je m'en vais discuter avec mon conjoint. Bonne chance! Fadi Sidaros, merci d'être là pour démystifier tout ça avec nous. Alors, pour Liberté planifiée, on parlait avec Fadi Sidaros de Sidaros et Associés. Vous cherchez des conseils adaptés à votre vie? Contactez l'équipe de Sidaros et Associés, IG Gestion privée de patrimoine au sidarosetassociés.ca parce que derrière l'argent, il y a les gens. Liberté planifiée, une production M105. IG Gestion de patrimoine incorporé, cabinet en planification financière. Ce contenu contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n'est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisé, ni de vous inciter à acheter des titres. Fadi Sidaros est entièrement responsable du contenu. Il convient d'obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle auprès d'un conseiller ou d'une conseillère IG.